La Russie n'a aucune chance de gagner la guerre en Ukraine. Ce n'est pas une spéculation. C'est le verdict de l'ancien chef du service de renseignement secret britannique, un homme qui a passé sa vie à étudier les guerres, les régimes et les types de dirigeants qui les déclenchent. 3 ans après le début de cette invasion brutale, Sir Richard Dearlove affirme que la machine de guerre de Poutine est irrémédiablement brisée. Ses propos audacieux sont étayés par des faits. Des pertes croissantes de troupes à l'effondrement des réserves de liquidités, des offensives au point mort au moral en chute libre. L'ancien chef du Military Intelligence, 6, affirme que le Kremlin est à court d'options, et rapidement. Qui est cet homme qui fait l'une des évaluations les plus accablantes de la guerre à ce jour? Découvrons-le. Sir Richard Billing, Dearlove est un officier du renseignement britannique à la retraite, avec une longue carrière d'espion pleine d'histoire. Il a intégré le Military Intelligence, 6 le service secret de renseignement britannique, en 1966. Il a voyagé dans plusieurs pays du monde, dont le Kenya, la France, la Suisse et la République tchèque, tout en progressant dans sa carrière. En 1991, il dirigeait la station du Military Intelligence, 6 à Washington. Il est ensuite devenu directeur du personnel et de l'administration en 1993, puis directeur des opérations en 1994. En 1999, il a reçu sa promotion la plus importante, devenant le chef officiel du Military Intelligence. 6 un poste qu'il a occupé pendant 5 ans. En poste durant les attaques du 11 septembre contre le World Trade Center et l'invasion de l'Irak qui suivit, il quitta ensuite son poste de chef du Military Intelligence, 6 en août. Depuis 2005, il est administrateur universitaire, conférencier, orateur, écrivain et commentateur politique. En bref, c'est un homme qui a dédié sa vie à la géopolitique avec une expérience inégalée dans le renseignement militaire. Quand il parle, les gens l'écoutent car il sait de quoi il parle. Lors d'une interview récente avec The World de Sky News, Sardialov a eu des propos accablants à partager sur l'invasion russe de l'Ukraine. La présentatrice Gillian Joseph a demandé à Dearlove s'il partageait les craintes des dirigeants européens, que le président Donald Trump pourrait précipiter un accord de cessez-le-feu favorable à la Russie et à Poutine. L'ex-chef du renseignement a été catégorique. Je comprends cette inquiétude, et pense que ce serait actuellement une mauvaise issue pour l'Europe. Je suis aussi inquiet de la façon dont Steve Witkoff, le négociateur de Trump avec Poutine, relaie ce que je vois comme de la propagande russe. J'ai répété qu'un cessez-le-feu précoce serait le pire accord. Cela amène la Russie à faire des concessions inutiles, car l'Ukraine à l'époque a été contrainte de négocier pour accepter un cessez-le-feu en principe. Mais nous ne constatons aucune concession évidente de la part de Poutine. Sa politique ukrainienne semble irréversible, il continue à demander le maximum sans faire de concessions. Je pense que le mieux serait de continuer à soutenir les Ukrainiens, et d'éviter un accord précoce faisant des concessions à la Russie. Selon Dearlove, ce n'est pas le moment de négocier un cessez-le-feu. Au contraire, c'est le moment pour l'Ukraine de recevoir un soutien plus constant des alliés occidentaux, et de continuer à repousser l'agression russe. Mais pourquoi les dirigeants mondiaux ne devraient-ils pas plaider pour une fin immédiate du conflit? Selon Dearlove, la Russie n'est pas dans une position favorable actuellement. Selon lui, négocier un cessez-le-feu maintenant serait plus avantageux pour la Russie que pour l'Ukraine, dans une certaine mesure. Poutine pourrait utiliser sa propagande et ses tactiques de pression, peut-être soutenues par Trump, pour conclure un accord faisant du Kremlin le grand vainqueur de la guerre, en prenant le contrôle de larges parties de l'Ukraine, et en diffusant ce message dans toute la Russie. Mais la guerre en valait la peine depuis le début, que Poutine est le plus grand dirigeant de l'histoire de la Russie, et ainsi de suite. Ce sera une grande victoire pour le Kremlin, avec des conséquences à court et long terme pour la sécurité européenne, comme le détaille Cher Amour. Permettre à Poutine de sortir de ce conflit en revendiquant une sorte de victoire serait peut-être le pire scénario pour l'Europe. Cela soulève de nombreuses questions sur la sécurité future de l'Europe. Il y a certainement du vrai dans cette affirmation. Les craintes sont vives dans une grande partie de l'Europe, quant à la manière dont la Russie pourrait décider d'étendre encore davantage son territoire. Peut-être en envahissant l'une des nations baltes, ou en déclarant la guerre à l'OTAN, en franchissant les frontières vers la Finlande ou la Pologne via la Biélorussie. Si Poutine négociait un cessez-le-feu favorable pour la Russie, il pourrait envisager d'envahir d'autres pays à l'avenir. En revanche, si Poutine est contraint d'accepter un cessez-le-feu plus neutre ou un accord favorable à l'Ukraine, il risque de manquer du soutien nécessaire pour de futures actions militaires, contribuant ainsi à une paix plus durable en Europe. Mais le pire des révélations de Dearlove était encore à venir. Interrogé sur l'intérêt pour la Russie d'accepter un cessez-le-feu, il a déclaré que la Russie en avait probablement vraiment besoin, plus que Vladimir Poutine ne le réalise lui-même. La guerre fut un désastre. Sa gestion doit être remise en cause parmi les kleptocrates privilégiés qui entourent le dirigeant, n'obtenant pas le soutien escompté. Ils ont d'importants problèmes économiques, et de liquidité, leurs réserves s'épuisent.
Et les experts qui analysent la situation militaire me disent que l'armée russe est à un point où ses performances futures risquent de décliner. La motivation, les munitions et l'équipement des soldats russes sur le champ de bataille sont en baisse. De nombreuses statistiques viennent étayer ces affirmations. En 2024, la Russie a subi des pertes humaines records dans sa guerre, avec plus de 45 000 décès confirmés, ce qui représente près de 3 fois plus que lors de la première année de l'invasion. C'est également plus élevé que le total de 2023. En examinant de plus près les chiffres, 2024 s'est progressivement aggravé pour la Russie, avec une hausse mensuelle du nombre de morts. Selon les experts, environ 27 soldats ont été tués par km² de territoire ukrainien capturé, soit moins de 0,4 mythos. Plus de 106 000 soldats russes ont été confirmés tués depuis le début de l'invasion jusqu'à présent. Et de nombreux experts pensent que le nombre réel de morts est en fait bien plus élevé, atteignant plus de 230 000 selon certaines estimations. La Russie a dû adopter des politiques de recrutement extrêmes pour reconstituer son armée, allant jusqu'à offrir des paiements uniques de près de 40 000 $ à ceux qui rejoignent le combat, ainsi que d'enrôler de force de nombreux jeunes hommes pour grossir les rangs de son armée. Début 2025, Poutine a mobilisé 160 000 hommes de 18 à 30 ans, avec des plans pour augmenter la taille totale de l'armée à 1 500 000 membres en service actif. Des rapports et études ont mis en évidence de nombreuses preuves suggérant une baisse du moral des Russes. Il est en déclin et a diminué plus ou moins régulièrement depuis le début de l'invasion. Selon l'amiral Tony Radikin, chef des forces armées britanniques, une inquiétude généralisée règne sans surprise au sein des forces armées russes. Vous l'avez constaté au niveau subalterne. La pression est également présente chez leurs commandants tactiques et opérationnels. On arrive ensuite à leurs plus hauts commandants, eux aussi clairement sous pression. Des documents saisis par les forces ukrainiennes en 2024 viennent renforcer ces affirmations. Le document évoquait prétendument de grandes inquiétudes du côté russe concernant le moral des troupes, citant le cas d'un soldat de première ligne qui s'est suicidé après une longue période de dépression et de détresse liée à son rôle dans l'armée russe. Les documents détaillaient aussi les plans russes pour remonter le moral, les commandants devant s'assurer que les troupes consomment assez de médias d'État russes chaque jour, visant à maintenir et à élever l'état politique, moral et psychologique du personnel. Les déclarations de Derlov sur l'épuisement des liquidités russes sont aussi basées sur des faits. Anders Asland, un éminent économiste suédois et ex-membre du Conseil de l'Atlantique, a déclaré que la Russie pourrait épuiser les réserves de son fonds de richesse nationale d'ici l'automne. La pénurie la plus critique concerne le financement du budget, car les dernières réserves liquides de la Russie devraient s'épuiser à l'automne 2025. Des coupes budgétaires seront nécessaires. En attendant, l'économie de guerre pourrait aussi imposer un contrôle des prix et un rationnement, comme à l'époque soviétique. Le risque croissant de krach financier et l'économie russe en péril vont sérieusement contraindre la guerre de Poutine. Aslan a cité plusieurs facteurs pour soutenir ces affirmations, dont la dévaluation continue du rouble russe. La Russie fait face à une pénurie de main-d'œuvre, une inflation élevée et des difficultés d'emprunt à l'étranger en raison des sanctions occidentales. Grâce à cela, la dette extérieure de la Russie a fortement diminué, passant d'environ 729 milliards en 2023 à 293 milliards en septembre 2024. Cependant, le pays poursuit ses dépenses massives pour renforcer son effort de guerre. Selon le budget de 2025, la Russie prévoit de dépenser plus de 130 milliards, rien que pour la défense. Et ses réserves liquides sont passées de 117 milliards de dollars en 2021 à seulement 30,1 milliards de dollars fin 2024. L'économie russe s'affaiblit en raison de la baisse des revenus, des capacités d'emprunt limitées auprès d'autres pays et de l'impact persistant des sanctions. Selon Aslan, le président russe Vladimir Poutine se targue souvent de la robustesse de l'économie russe. Il soutient que les sanctions occidentales ont renforcé la Russie, tout en demandant leur levée. En fait, la Russie fait face à une stagflation, soit une inflation couplée à une faible croissance économique. Les stocks d'équipements de la Russie sont en baisse dans de nombreux domaines. Les rapports indiquent que la Russie a déjà perdu des milliers de chars et de véhicules blindés, ainsi qu'une grande quantité d'obusiers et de systèmes d'artillerie automoteurs. Selon l'état-major ukrainien, les pertes russes s'élèveraient à près de 3000 soldats, bien que les chiffres exacts varient. 700 chars, près de 9000 véhicules de combat d'infanterie, plus de 13 000 systèmes d'artillerie et plus de 400 systèmes de défense aérienne. En 2024, l'Institut international d'études stratégiques britannique, réduit généralement de moitié ces chiffres. Mais l'Institut international d'études stratégiques ne prend en compte que les véhicules détruits. Malgré les plus de 130 000 véhicules blindés dont dispose la Russie selon Global Firepower, ces pertes demeurent significatives.
De plus, selon des rapports de l'Institut international d'études stratégiques, une grande partie de l'équipement russe utilisé lors de l'invasion date de l'époque soviétique. Environ 85% des chars et véhicules blindés déployés jusqu'à présent proviennent d'installations de stockage à long terme, plutôt que d'être des équipements neufs ou récemment fabriqués. Et ces vieux stocks soviétiques se sont épuisés petit à petit. Les images satellites révèlent que plus de 40% des chars et véhicules des principaux dépôts russes ont été déployés en service dans certaines zones. Et une grande partie du matériel existant dont dispose la Russie est ancien, mal conservé et ne peut pas vraiment être considéré comme prêt au combat. De plus, la Russie n'est pas capable de fabriquer de nouveaux chars, véhicules, pièces d'artillerie et autres équipements à un rythme suffisant pour compenser ces pertes. Selon Nikolai Mitrokin, chercheur à l'université de Brême en Allemagne, les véhicules blindés sont détruits à un rythme alarmant. La production de nouveaux véhicules et la restauration de ceux endommagés ou mis en réserve est très en retard par rapport aux pertes. Selon Mitrokin, si le rythme actuel des pertes se poursuit, les réserves de véhicules blindés de la Russie ne dureraient que quelques mois. Le lieutenant-général Ihor Romanenko, ex-adjoint de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, approuve globalement, bien qu'il estime que les réserves russes pourraient durer un peu plus longtemps que ne le pense Mitrokin. Avec les pertes actuelles, cela pourrait durer jusqu'à 2 ans. Il est compréhensible que la part des véhicules blindés modernes, des chars et autres armements blindés diminue. Selon Pavel Lutzin, analyste de la défense au Centre d'analyse des politiques européennes, la situation est encore plus alarmante pour la Russie. Le pays peut produire au maximum 60 nouveaux chars annuellement, affirme-t-on. Cela ne suffira pas pour soutenir un effort de guerre prolongé, d'autant plus si l'Ukraine reçoit l'aide de ses alliés et détruit plus de chars russes dans le futur. Avec des pertes massives en finances, effectifs et équipements militaires, et des perspectives sombres pour 2025 de réelles preuves, suggèrent que la Russie est en train de perdre cette guerre et fait face à des obstacles de plus en plus insurmontables. Richard Derlov a bien résumé la situation lorsqu'on lui a demandé si la Russie était en difficulté. Leurs progrès militaires ont significativement ralenti ces 3 derniers mois. Au rythme actuel, il faudrait 80 ans à la Russie pour conquérir l'Ukraine. En d'autres termes, ils ne peuvent pas rassembler suffisamment de forces pour percer sérieusement les lignes ukrainiennes. Ils grignotent de minuscules sections de territoire, menant à une impasse sur la ligne de front actuellement. Une déclaration audacieuse qui, après plus de 80 ans, va choquer le Kremlin. Lors de son invasion initiale de l'Ukraine, la Russie s'attendait apparemment à atteindre Kiev sans réelle opposition. Des rapports ont révélé que les soldats russes avaient emporté des uniformes de parade, s'attendant à ce que leur exercice militaire spécial soit terminé en seulement 2 jours. Malgré les défilés de la victoire en Ukraine et les vastes territoires gagnés par la Russie, les événements ne se sont pas déroulés ainsi. La Russie a été surprise par la force et la constance de la résistance du peuple ukrainien. Elle ne s'attendait pas à ce que l'invasion s'éternise, avec des mois d'efforts et d'énormes sacrifices pour ne gagner que quelques kilomètres de terrain. Malgré de nombreux combats, la Russie contrôle actuellement plus de 27 000 miles carrés du territoire ukrainien, soit environ 12% du pays. Ce chiffre monte à 19% si l'on inclut la Crimée, et une partie de la région du Donbass que la Russie avait déjà prise avant le début de l'invasion. Cela reste une grande quantité de terre, mais cela a coûté très cher, et c'est sûrement bien loin de ce que Poutine avait initialement imaginé lorsqu'il a donné l'ordre d'envahir. Selon les rapports, il pensait que ses forces entreraient en Ukraine sans presque aucune opposition, lui garantissant une victoire facile. Selon la déclaration de Cher Amour, une véritable victoire russe dans cette guerre ne surviendrait que plusieurs décennies après la mort de Poutine. Compte tenu de son âge avancé de 72 ans et de son point de vue sur la situation actuelle en Russie, que préconise Cher Amour pour l'Ukraine et ses alliés ? Le point, c'est que nous devons soutenir l'effort de guerre ukrainien, et peut-être pousser cela afin que la Russie soit plus proche d'un point de crise, selon Cher Amour. Cela pourrait s'avérer plus profitable pour l'Ukraine à long terme, si elle maintient l'élan pour le moment. Continuer à repousser les attaques russes, et tenir un maximum de terrain, si elle y parvient, et élimine régulièrement davantage de soldats et de matériel russe. La bataille tournera de plus en plus en faveur de l'Ukraine, augmentant inévitablement la pression sur Poutine. Lorsque la pression sera suffisante et que la Russie sera suffisamment affaiblie, l'économie s'effondre, le moral est au plus bas et les pertes atteignent des records. Des pourparlers de cessez-le-feu pourraient commencer et devraient aboutir à un meilleur résultat. Cela pourrait inclure que la Russie accepte un retrait total, en rendant une grande partie du territoire qu'elle a pris à l'Ukraine. Cela serait un revers pour Poutine et le soutien public envers le Kremlin, dissuadant le président russe de futures manœuvres militaires contre l'Europe dans les années à venir. Les propos de Cher Amour sont sensés et étayés par de nombreuses preuves. Malgré les avancées progressives de la Russie en Ukraine,
les progrès ont été manifestement lents. Les forces russes ont grandement souffert face à la forte résistance ukrainienne. Les principaux alliés mondiaux continuent de fournir à l'Ukraine des financements et des armes. Rien n'indique pour l'instant que l'Ukraine soit prête à céder ou à capituler sous la pression. Elle continuera de se battre du mieux qu'elle peut pour rendre les avancées russes aussi lentes, difficiles et coûteuses que possible. Tant que cela continuera, la Russie subira les conséquences avec des pertes humaines et matérielles. Quel est votre avis sur la situation? Êtes-vous d'accord avec Derlov pour dire que ce n'est pas le moment d'un cessez-le-feu? Est-il vraiment possible que la Russie mette 8 décennies entières à gagner cette guerre? Quelles sont les prochaines étapes pour l'Ukraine et ses alliés selon vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires.